Depuis 2013, l'encours ou la quantité d'argent investi dans des ETF à travers le monde est passé de 2500 milliards de dollars à plus de 11 500 milliards. Et les analystes prévoient que cet encours devrait dépasser les 19 000 milliards d'ici 2028. Sur la même période, le nombre d'ETF est passé de 4000 à plus de 9800. Et le nombre d'émetteurs d'ETF a plus que doublé, passant de 233 à 582. Les investisseurs particuliers comme professionnels ont récemment compris la puissance de cet outil d'investissement que sont les ETF. Tout le monde parle des ETF, mais personne n'explique concrètement comment investir en ETF et lesquels privilégier. Ça tombe bien, expliquer ces choses, c'est mon métier. Bonjour à tous, moi c'est Charlet, conseiller en investissement financier, certifié par l'autorité des marchés financiers et fondateur du média d'éducation financière Le Grand Bain. Et aujourd'hui, je vous partage le guide complet de A à Z pour commencer à investir intelligemment avec les ETF. Dans cette vidéo, on va absolument tout couvrir. De la théorie, ce qu'est un ETF, pourquoi c'est un outil puissant, quels sont les risques associés, à la pratique, comment choisir vos ETF, où et comment les acheter. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai même ma sélection des 5 meilleurs ETF pour commencer à investir. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'un ETF ? ETF, c'est l'acronyme de Exchange Traded Fund, qu'on appelle aussi un tracker. Ce sont des produits d'investissement cotés en bourse. À savoir que les ETF ne sont qu'une sous-famille des ETP, Exchange Traded Product, qui regroupent des familles de produits beaucoup plus larges. Parmi les ETF, il en existe différents types. Des ETF indiciels, Smart Beta, à effet de levier, obligataires. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur les ETF indiciels qui sont les plus importants et les plus utiles pour la grande majorité des investisseurs particuliers. Un ETF indiciel est comparable à un panier d'actions qui va répliquer la performance moyenne des entreprises du panier. Par exemple, vous connaissez peut-être le CAC 40, qui est l'indice boursier regroupant les 40 plus grosses entreprises françaises en termes de capitalisation boursière. On y retrouve des sociétés que vous connaissez comme LVMH, la Société Générale ou encore Carrefour. En achetant une part d'un ETF CAC 40, c'est comme si vous achetiez une fraction des 40 entreprises de l'indice. Et selon la performance des entreprises du CAC 40, la valeur de l'indice va fluctuer et la valeur de votre ETF va tenter de suivre au mieux cette évolution. À titre personnel, la quasi-totalité de mes investissements boursiers est en ETF. Et si vous voulez facilement investir en bourse de façon optimisée, ça devrait aussi être votre cas. Pourquoi les ETF sont les meilleurs produits ? Les ETF présentent 6 avantages principaux qui en font les meilleurs produits pour investir efficacement et facilement en bourse. Pourtant, votre banquier ne vous en a jamais parlé et ne vous poussera jamais à investir dedans. Pourquoi ? La réponse à cette question vient du premier avantage des ETF, les frais faibles. Pour investir en bourse, vous avez globalement 3 options. La première, c'est d'acheter des actions individuelles. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de compétences et finalement, c'est extrêmement risqué. Cette méthode n'est pas du tout recommandée, à moins d'être un passionné d'investissement boursier et d'aimer passer du temps à lire des rapports annuels et des comptes de résultats. La seconde méthode, c'est d'investir dans des fonds qui vont analyser et sélectionner eux-mêmes les entreprises dans lesquelles investir. C'est mieux que rien, mais passer par un fonds implique de payer des frais de gestion. En moyenne, ils sont de 2,5% par an. La troisième et dernière option consiste à investir via des ETF, qui vont simplement reproduire la performance d'un indice boursier. Parce que la gestion d'un ETF demande assez peu de travail pour l'émetteur, les frais de gestion associés sont souvent très faibles, en moyenne inférieurs à 0,50% par an. Un ETF possède donc des frais de gestion de 2% inférieurs à ceux des fonds traditionnels. 2%, ça peut paraître faible, mais sur le long terme, l'impact est colossal. Investissez par exemple 300 € par mois à 8% de rendement annualisé. Pendant 30 ans, vous obtiendrez un capital de 425 000 €. Mais ajoutez-y 2% de frais supplémentaires et vous n'obtiendrez un capital final que de 293 000 €. Toutes choses égales par ailleurs, vous laissez sur la table 132 000 € parce que vous avez choisi la mauvaise option pour investir. Ne négligez jamais l'impact des frais lorsque vous investissez, surtout sur le long terme. Cet avantage massif des ETF en fait aussi une bête noire des gestionnaires et des banquiers qui, eux, se rémunèrent précisément sur les frais de gestion que vous payez. Un ETF ne rémunère presque pas les intermédiaires financiers qui l'ont poussé. C'est dans l'intérêt de l'investisseur particulier de l'utiliser. Ce n'est jamais dans l'intérêt de l'intermédiaire de le préconiser. Dans mon activité de conseiller en investissement financier, je ne préconise pour la partie marché financier que des ETF. Je ne gagne rien dessus, mais je reste aligné avec mes valeurs et ma philosophie d'investissement. D'ailleurs, si investir en autonomie et de façon optimisée et simple vous intéresse, je vous recommande
après la vidéo, d'accéder à ma formation offerte sur le sujet en description. C'est donc à vous de faire le bon choix pour vos finances. Le second avantage des ETF est qu'ils vous permettent de facilement diversifier vos investissements. L'économiste américain Harry Markowitz disait « Diversification is the only free lunch ». En clair, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier et en investissement, c'est encore plus vrai. En diversifiant correctement vos investissements, vous pouvez améliorer votre rendement final sans prendre plus de risques. Si vous investissez dans l'immobilier locatif, vous allez peut-être aller acheter un bien, peut-être deux. Au-delà, l'immobilier va presque devenir votre activité principale. Et si vous détenez un seul bien et qu'il y a un souci, comme un locataire qui ne paye pas, des travaux ou un sinistre qui empêche la mise en location, c'est 100% des revenus de votre investissement qui sont impactés, voire qui s'arrêtent complètement. A l'inverse, en bourse, si vous voulez correctement diversifier, il vous faut des actions d'entreprise de tous les secteurs, de toutes les géographies et de toutes les tailles. En clair, il faut vous exposer à des dizaines, voire des centaines d'entreprises différentes. Si vous achetez les actions une à une, ça vous coûterait une fortune en frais de transaction. Et gérer un portefeuille avec des centaines de lignes serait un véritable cauchemar. Heureusement, grâce aux ETF, vous pouvez vous exposer à des centaines, voire des milliers d'entreprises en une seule transaction. Il existe par exemple un ETF qui suit l'indice MSCI ACWI IMI, qui regroupe les 9000 plus grandes entreprises au monde en termes de capitalisation boursière. À lui tout seul, cet indice regroupe 99% de la capitalisation boursière mondiale. En achetant une part de cet ETF, avec une seule ligne dans votre portefeuille, vous vous exposez à plus de 9000 entreprises. Les ETF présentent donc une diversification intrinsèque très importante pour l'investisseur. Le troisième avantage des ETF vient de la réglementation. Dans l'objectif de protéger l'investisseur particulier, ce sont des produits très réglementés. En Europe, on a par exemple la réglementation UCITS qui encadre précisément la définition et la bonne gestion d'un ETF. Par exemple, dans un ETF UCITS, aucun titre ne peut représenter plus de 20% du poids total de l'indice. On évite ainsi que la performance de l'ETF ne dépende trop d'un seul titre. La réglementation UCITS oblige aussi l'émetteur de l'ETF à divulguer en toute transparence la composition de l'indice, les pondérations ou encore sa méthodologie de réplication. Une règle d'or en investissement est de n'investir que dans des choses qu'on comprend. Les ETF et leur transparence respectent donc bien ce principe fondamental. Le quatrième avantage des ETF, c'est la performance qu'ils permettent d'obtenir très facilement. On a vu que les ETF permettent d'investir simplement dans des milliers d'entreprises. Avec un portefeuille d'ETF très diversifié, il est donc simple de reproduire la performance moyenne des marchés boursiers. Historiquement, sur les 200 dernières années, cette performance était proche de 8% par an. Alors attention, cette performance est annualisée. Certaines années, les marchés financiers ont fait plus 30%, d'autres, ils ont fait moins 20%. Mais sur le long terme, on considère que la performance moyenne des marchés s'approche des 8% par an. Un indice boursier représentatif des marchés internationaux, c'est par exemple le MSCI World. Si vous aviez acheté des parts d'un ETF World, vous auriez facilement obtenu cette performance moyenne. Ces dernières décennies, la performance moyenne des marchés américains, elle, a été de plus de 10% par an. Un indice boursier représentatif des marchés américains, c'est par exemple le S&P 500. Et si vous aviez acheté des parts d'un ETF S&P 500, vous auriez, encore une fois, facilement obtenu cette performance moyenne. Les ETF vous permettent d'aller chercher facilement l'excellente performance moyenne des marchés financiers. Le cinquième avantage des ETF, c'est qu'ils sont particulièrement accessibles. Vous pouvez acheter des parts d'ETF pour quelques dizaines d'euros, voire même pour quelques euros. Par exemple, l'ETF World d'iShares, éligible au PEA, coûte à l'heure où j'écris cette vidéo seulement 5 euros. Pour seulement 5 euros, vous vous exposez à plus de 1500 entreprises et vous pouvez aller chercher la performance moyenne des marchés mondiaux. Il est même possible depuis peu d'acheter des fractions de parts d'ETF et de commencer à investir à partir de 1 euro, par exemple grâce à des néo-courtiers comme Trade Republic. Investir en bourse n'a jamais été aussi accessible, notamment grâce aux ETF. Enfin, le sixième avantage des ETF, c'est leur capacité auto-nettoyante. La composition de l'indice que va suivre un ETF évolue avec le temps. Certaines entreprises fleurissent, tandis que d'autres périclitent et meurent. Les moins bonnes entreprises vont sortir de l'indice et seront remplacées par de nouvelles, meilleures, plus performantes. La composition de l'indice et donc sa performance sont constamment optimisées. Ce travail d'optimisation est très important et l'impact sur la performance est significatif. On voit ici sur ce graphique la différence de performance entre le Dow Jones, un indice américain, avec ce renouvellement et la performance du Dow Jones si la composition de l'indice avait été
figé en 1997. Pour rester fidèle à la composition de l'indice qu'il suit, l'émetteur va faire évoluer de la même façon la composition de l'ETF. Ce travail de nettoyage de votre portefeuille est fait par l'émetteur de l'ETF. Donc vous, en tant qu'investisseur particulier, vous n'avez qu'à acheter vos parts d'ETF et vous n'avez plus rien à faire. Cette caractéristique auto-nettoyante fait des ETF le produit parfait pour un investisseur qui cherche à être le plus passif possible dans la gestion de ses investissements. Pour autant, investir en ETF n'est pas sans contrepartie et présente des risques qu'il faut absolument connaître avant de vous lancer. Les risques et erreurs à connaître quand on investit en ETF. Comme tout investissement en action, investir en ETF est risqué, vu que votre ETF réplique les variations d'un indice boursier. Si l'indice boursier venait à chuter, la valeur de votre ETF chuterait de manière similaire. De même, la réplication de l'indice est rarement parfaite, et la performance de votre ETF peut dévier de la performance de l'indice. On appelle ça la tracking difference. Et c'est un des 10 critères qu'il vous faut absolument regarder quand vous sélectionnez vos ETF. On en reparle juste après dans cette vidéo. De même, votre ETF peut présenter un risque de liquidité. Si trop peu d'investisseurs ont investi dedans, avec une liquidité limitée, vous pourriez avoir du mal à revendre vos parts d'ETF au prix du marché. Alors, généralement, ce risque est assez limité, à moins d'acheter des parts d'ETF très niches ou très récents. Enfin, la dernière crainte qu'on peut avoir vis-à-vis d'un ETF, c'est que se passe-t-il si l'émetteur de l'ETF fait faillite? Déjà, pour rappel, les émetteurs d'ETF sont des filiales de géants de la finance, comme BlackRock, le Crédit Agricole. Si un émetteur venait à avoir des difficultés financières, la maison mère viendrait la soutenir financièrement. Ces institutions privées sont si importantes pour l'économie mondiale que si même elles venaient à avoir des difficultés financières, des institutions gouvernementales pourraient intervenir. Le risque de faillite est donc très faible. Dans des situations exceptionnelles, un ETF peut être liquidé. Ça a été par exemple le cas en 2023 avec la liquidation de l'ETF de Lyxor qui suivait l'indice des actions russes. Attention, une erreur classique que font les débutants qui veulent commencer à investir en ETF est d'acheter plusieurs gros ETF qu'ils ont déjà vu mentionner plusieurs fois sur internet, comme un ETF World, un ETF S&P 500 ou encore un ETF Nasdaq. Ici, l'investisseur ferait une grosse erreur de diversification. Un portefeuille qui serait composé de ces 3 ETF serait très loin d'une bonne diversification. Un tel portefeuille vous donnerait l'illusion d'être très diversifié, pourtant il est en réalité très concentré. Et un portefeuille trop concentré peut mettre en danger votre capital. Pour mesurer la redondance d'un portefeuille d'ETF, j'utilise Azebyte. Avec cet outil, vous pouvez savoir si votre portefeuille est correctement diversifié, s'il présente des redondances, et si oui, lesquelles et dans quelle mesure. Il y a donc une redondance géographique et sectorielle très forte entre les entreprises qu'on retrouve dans ces 3 ETF. J'ai d'ailleurs expliqué dans cette vidéo pourquoi les marchés sont aujourd'hui ultra concentrés sur ces quelques entreprises. Maintenant qu'on a bien compris les avantages et inconvénients des ETF, voyons comment choisir ceux dans lesquels vous allez investir. Comment choisir ces ETF? Beaucoup de critères sont à prendre en compte au moment de sélectionner les ETF dans lesquels investir, notamment des critères très personnels liés à votre profil d'investisseur, votre sensibilité au risque, votre horizon d'investissement, vos convictions personnelles en matière d'ESG par exemple. Mais indépendamment de ces points, il existe 10 critères objectifs pour évaluer la qualité d'un ETF. Le premier critère, c'est la qualité de l'indice sous-jacent. Si votre ETF suit un indice de piètre qualité, alors votre ETF sera de piètre qualité. Donc on se concentre avant tout sur les indices géographiques, larges, très diversifiés et avec une bonne performance historique. Par exemple, pour les marchés mondiaux, on s'intéressera au MSCI World ou au MSCI ACWI IMI, dont on a parlé plus tôt. Pour les marchés américains, on s'intéressera au S&P 500 ou au MSCI USA. Enfin, pour les marchés européens, on s'intéressera au Stoxx 600 ou au MSCI Europe. On peut s'intéresser aux indices sectoriels qui regroupent des entreprises d'un même secteur, mais ce sont des placements bien plus risqués. Les ETF sectoriels sont donc à utiliser avec modération et uniquement si vous avez une conviction très forte dans le secteur en question. Le second critère, c'est la tracking difference. C'est la différence entre la performance de l'indice et la performance de l'ETF qui suit cet indice. On a vu qu'un ETF va chercher à répliquer aussi fidèlement que possible la performance de son indice. On dit aussi fidèlement que possible justement parce que cette réplication, elle est rarement parfaite. On va donc se concentrer sur les ETF avec une performance aussi proche que possible de l'indice. Une bonne tracking difference, elle est souvent proche de 0. Par exemple, sur ce graphique, on voit que l'ETF S&P 500 de la BNP a connu en 2023 une performance de 26,10% contre 25,67% pour son indice
de référence. Oui, l'ETF a eu une meilleure performance que son indice de référence. C'est dû à une optimisation fiscale des dividendes étrangers. En clair, la BNP a des accords avec les États-Unis qui lui permet d'éviter de payer certains impôts américains et ainsi obtenir une performance nette plus élevée que l'indice local. Un autre critère assez similaire qu'il est important d'avoir en tête, c'est la tracking error. Si la tracking difference mesure la différence de performance finale, la tracking error mesure la dispersion de cette performance au cours de l'année. Pour se rapprocher des variations réelles d'un indice, il faut une tracking error la plus faible possible. Le troisième critère, c'est la méthode de réplication. En parlant de réplication, il existe deux méthodes de réplication possibles pour un ETF. La première, c'est la réplication physique, et la deuxième, c'est la réplication synthétique. Avec une réplication physique, l'émetteur de l'ETF va réellement détenir les actions des entreprises de l'indice. Si vous achetez un ETF CAC 40 à réplication physique, vous achetez vraiment une fraction des 40 entreprises du CAC 40. Avec une réplication synthétique, l'émetteur de l'ETF va détenir des actions différentes de celles de l'indice. Son panier va donc obtenir une certaine performance qui sera ensuite échangée avec celle d'un autre ETF qui lui détient réellement les entreprises de l'indice qu'on veut répliquer. Cet échange de performance s'opère par un mécanisme qu'on appelle le swap, qui signifie littéralement échanger en anglais. L'intérêt de cette méthode de réplication, c'est notamment de rendre éligible au PEA des ETF qui suivent des indices américains, alors que le PEA est normalement réservé aux titres européens. Le critère suivant, c'est l'ancienneté. Pour évaluer la qualité d'un ETF, il faut un historique de données aussi long que possible. Si l'ETF que vous regardez a été créé il y a 3 mois ou 6 mois, la pertinence des données n'est pas aussi forte que s'il avait été créé il y a 10 ans. Donc idéalement, on donnera bien plus de validité aux données venant d'un ETF qui a au moins 3 ans, voire même 5 ans. De la même manière, si l'indice suivi par l'ETF est très récent, sa pertinence est difficile à évaluer. Le critère suivant, ce sont les frais. Je le répète, les frais sont une performance négative avec une probabilité de 100%. Si vous diminuez les frais, vous augmentez automatiquement votre performance nette. Et on a vu plus tôt que les ETF présentent des frais de gestion très faibles, en moyenne de 0,5% par an. Mais il existe des ETF avec 0,3, 0,2 ou même aucun frais de gestion sur 10, 20 ou même 30 ans, et selon les sommes que vous comptez investir, cette en apparence légère différence peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de différence. Si 0,5% est la moyenne des ETF, on va toujours chercher à optimiser. Et avec les ETF dont je vous parle en fin de vidéo, vous pourrez aller chercher des frais de gestion moyens 2 fois plus faibles, autour de 0,25% par an. Un autre critère fondamental, c'est la gestion des dividendes. Pour rappel, un dividende est une fraction du bénéfice d'une entreprise qui est reversée aux actionnaires, c'est-à-dire aux détenteurs d'actions de l'entreprise. Un ETF étant un panier d'actions, certaines actions du panier peuvent verser des dividendes. L'émetteur de l'ETF a donc 2 options pour gérer ces dividendes. Il peut les distribuer à l'investisseur qui les reçoit alors sous forme de liquidité. On dit que l'ETF est distribuant. Ou il peut décider de les réinvestir automatiquement dans l'ETF afin de profiter au maximum des intérêts composés et faire grossir aussi rapidement que possible votre capital. On dit alors que l'ETF est capitalisant. Cette politique de gestion des dividendes est moins importante si vous investissez dans des enveloppes qui sont elles-mêmes capitalisantes, comme le PEA ou l'assurance vie. Mais elle est cruciale si vous investissez à travers un compte titre ordinaire. Parce que quand vous investissez à travers un compte titre ordinaire, dès que vous recevez un dividende, il est imposé, généralement à la flat tax, donc 30%. Donc si vous comptiez réinvestir ce dividende derrière, vous ne pourrez plus réinvestir que 70% du dividende reçu. Alors que si vous aviez investi dans un ETF qui est capitalisant, toujours à travers un compte titre, le dividende évite la case imposition et il est réinvesti à 100%. Le critère suivant, c'est le prix de la part. Alors, ce critère n'est pas une question de qualité, mais va dépendre de la somme que vous comptez investir. Un exemple très connu et classique, c'est l'ETF World d'Amundi. Il existe sous 2 versions, toutes les deux éligibles au PEA. Une première version capitalisante, préférable, mais à 500 € la part. Et une version distribuante, moins optimale, mais à seulement 30 € la part. Donc si vous comptiez investir par exemple 100 € par mois dans cet ETF, acheter la version capitalisante risque d'être compliqué. Et plutôt que de faire un investissement tous les 5 mois, dirigez-vous plutôt vers la version distribuante. Alors ce critère est moins un problème si vous investissez dans un compte titre où il est possible d'acheter des fractions d'ETF. Enfin, le critère suivant, c'est la disponibilité dans votre enveloppe fiscale. Si vous voulez profiter au maximum des intérêts composés, il faut privilégier les enveloppes capitalisantes comme le PEA et l'assurance vie. Malheureusement,
tous les produits ne sont pas disponibles dans ces enveloppes. Les produits éligibles au PEA doivent respecter certaines contraintes réglementaires et les produits disponibles dans une assurance vie sont au bon vouloir de l'assureur qui la gère. L'enveloppe fiscale la plus versatile, celle dans laquelle vous allez retrouver le plus de produits disponibles, c'est très clairement le compte titre ordinaire. Mais elle ne présente pas l'avantage fiscal des deux autres. Un autre critère fondamental, c'est l'encours. L'encours, on en a parlé plus tôt, c'est la quantité d'argent qui est investi dans l'ETF. Plus l'encours est élevé, plus il y a d'investisseurs qui ont investi dans cet ETF. C'est généralement gage de qualité et surtout de bonne gestion de la part de l'émetteur. Un encours élevé est aussi gage de liquidité. Si demain vous voulez revendre vos parts d'ETF, si l'encours est faible, vous risquez d'avoir du mal à revendre vos parts au prix du marché. Si vous investissez sur compte titre, un bon encours est autour de 100 millions d'euros. Par contre, si vous investissez sur un PEA, vu qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs, un bon encours est autour de 30 millions d'euros. Enfin, le dernier critère qui peut être intéressant de regarder, c'est le hedge, bien la protection contre le risque de change. Vous pouvez vous protéger du risque de change en achetant des ETF qui sont dits hedgés. La contrepartie, c'est que les frais de gestion sont eux plus élevés. Et vu que les variations des taux de change sont considérées comme cycliques, si vous investissez sur le long terme, très long terme, plus de 10-15 ans, vous protéger des taux de change n'est pas forcément utile. Si vous voulez comprendre en détail le fonctionnement des ETF avant de vous lancer, je vous recommande encore une fois ma formation offerte, accessible gratuitement en description. Vous connaissez maintenant les 10 critères importants à regarder avant de choisir dans quels ETF investir. C'est bien beau tout ça, mais où et comment trouver ces informations? Voyons ça tout de suite. Comment analyser un ETF? Avant d'analyser un ETF, il faut pouvoir le trouver. Et donc, il faut savoir lire son nom. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour analyser le nom d'un ETF. J'ai sélectionné l'ETF World de iShares. Donc si on prend étape par étape, morceau par morceau, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le premier élément du nom de l'ETF, c'est iShares, c'est donc l'émetteur, qui est l'émetteur de l'ETF. Ici, c'est iShares, c'est la filiale de BlackRock. Ensuite, le MSCI World, c'est l'indice sous-jacent qui est répliqué. Le swap, c'est donc la technique de réplication dont on a parlé plus tôt dans la vidéo, et donc c'est une réplication synthétique, c'est validé, c'est vérifié juste en dessous d'ailleurs. PEA pour indiquer que cet ETF est éligible à l'enveloppe fiscale du PEA. UCITS ETF pour dire que cet ETF respecte la réglementation européenne sur les ETF. EUR pour dire que cet ETF est coté en euros. Et enfin, AC, c'est l'acronyme de Accumulating pour dire que la méthode de distribution des dividendes ici est capitalisante. Tous les dividendes versés par les actions de cet indice, de cet ETF, sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. C'est bien vérifié juste en dessous au niveau de la méthode de distribution, c'est bien un ETF capitalisant. Le souci de chercher un ETF via son nom, c'est que vous avez vite fait de mal lire ou de mal interpréter le nom de l'ETF. Et donc pour éviter une erreur qui pourrait vous coûter très cher, on ne va pas utiliser le nom d'un ETF pour le chercher, mais plutôt son code ISIN. Le code ISIN, c'est un identifiant unique associé à chaque ETF. Un site efficace que j'utilise à titre personnel pour rechercher mes ETF, c'est JustETF. Vous pouvez chercher par code ISIN, par nom, par géographie, par secteur. On se retrouve donc sur la plateforme JustETF pour que je vous présente dans les grandes lignes l'utilisation de la plateforme et que vous puissiez vous-même l'utiliser chez vous pour comparer, sélectionner des ETF et obtenir différentes informations. Donc ce sur quoi on va se concentrer en priorité, c'est notamment le sélecteur d'ETF. Donc si on se retrouve dans le sélecteur d'ETF, on va pouvoir faire des recherches, rechercher différents ETF, que ce soit par nom, par code ISIN. À gauche, vous avez différents filtres, les ETF actions, les ETF obligations, des ETF crypto-monnaie même. Donc là-dessus, vous pouvez choisir l'éligibilité au PEA. Est-ce que l'ETF est distribuant ou capitalisant? Est-ce qu'il a des critères ESG? La taille du fonds pour l'encours, le promoteur, etc. Donc vous avez un tas de filtres à utiliser pour sélectionner les ETF ou rechercher différents ETF. Vous pouvez choisir par région, Amérique du Nord, Europe, etc. Les ETF obligataires, pareil. Donc là-dessus, vous avez de quoi faire. Une fois que vous avez trouvé l'ETF que vous recherchez, par exemple, si jamais on va ici dans l'ETF S&P 500 de la BNP, on va retrouver les informations comme le code ISIN. Et je vous rappelle, une fois que vous avez trouvé le code ISIN, c'est cet outil-là, cette donnée-là que vous allez utiliser en priorité pour rechercher votre ETF chez votre courtier et être certain d'acheter le bon ETF. Et vous allez retrouver toutes les informations associées à cet ETF. Les frais de gestion, la gestion des
dividende, ici il est capitalisant, la réplication synthétique, obligatoire pour être éligible au PEA, la taille du fonds, c'est-à-dire l'encours, hein, la quantité d'argent, et je vous rappelle que 30 millions d'euros d'encours suffisent généralement pour un ETF éligible au PEA. En tout, vous allez retrouver le cours, différents documents associés, un graphique pour voir la performance sur 1 an, 3 ans, 5 ans et au maximum. Alors attention, et ne vous limitez pas à l'analyse de la performance sur 1 an. Quand vous investissez sur le long terme, vous voulez avoir une performance représentative des données historiques les plus longues possibles. Ne soyez pas aveuglé par la performance à 1 an et essayez de regarder la performance maximum pour vous rendre compte de la tendance réelle. Et derrière, une autre fonctionnalité que j'apprécie particulièrement sur Just ETF, c'est notamment la comparaison. Et donc ici, si jamais vous cliquez sur comparer, ça va enregistrer cet ETF dans une poche. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et ensuite aller ici pour comparer la sélection. Et donc ça va vous permettre de comparer plusieurs ETF qui, selon vous, pourraient être potentiellement proches et donc obtenir des informations comme par exemple la performance. Différence de performance sur 1 mois, sur 6 mois, sur 3 ans. On voit ici finalement entre ces deux ETF S&P 500, la performance est très proche. On peut voir la performance chaque année, en 2020, 2021, 2022, mais également la volatilité. Savoir si un ETF est plus ou moins volatile que l'autre. On peut même comparer facilement ces ETF avec des courbes. Et donc là, on peut voir que finalement, si on prend sur la performance maximale, les deux ETF sont extrêmement proches entre l'ETF de la BNP et celui de iShares. Donc ça vous permet tout de même de comparer et de savoir si un ETF est plus adapté, plus pertinent qu'un autre. Voilà un petit peu les informations qui sont utiles et voilà comment utiliser la plateforme JustETF. Une fois vos ETF sélectionnés, il ne vous reste plus qu'à commencer à acheter vos premiers ETF. Voici comment faire. Comment acheter ces premiers ETF. En France, pour investir en bourse, il est nécessaire d'investir à travers une enveloppe fiscale. On a vu plus tôt que les 3 principales en France sont le PEA, plan d'épargne en action, l'assurance vie, ainsi que le compte titre ordinaire. La pire erreur que vous puissiez faire est d'ouvrir une de ces enveloppes chez votre banquier. Leurs contrats sont généralement surchargés en frais et proposent rarement les meilleurs produits. Votre attention devrait donc se porter en priorité vers des courtiers en ligne. Pour le PEA, vous pouvez par exemple regarder Fortunéo, Boursobank ou encore DEGIRO. Pour l'assurance vie, je vous recommande Linksea, qui est un excellent courtier avec les 2 contrats Spirit 2 et Avenir 2, mais également Lucia Cardiff, qui est aussi un très bon contrat. Enfin, pour le compte titre ordinaire, Trade Republic est selon moi numéro 1 du marché, mais Saxo ou Bourse Direct sont également des options intéressantes. Si vous souhaitez ouvrir un de ces contrats, vous pouvez retrouver mes liens de parrainage en description pour bénéficier de primes allant jusqu'à 150 € à l'ouverture. Maintenant que vous savez comment choisir et comment acheter vos ETF, je vais vous partager mon top 5 des meilleurs ETF en 2024. Les 5 meilleurs ETF en 2024. Bien que je sois conseiller en investissement financier certifié par l'AMF, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous donne simplement une liste d'ETF qui répondent aux différents critères qu'on a vus plus tôt dans cette vidéo. Le premier ETF que je vais vous recommander, c'est notamment l'ETF MSCI ACWI IMI de la société SPDR. Donc c'est un excellent ETF qui est extrêmement diversifié. On voit qu'il a plus de 3500 positions. L'indice sous-jacent, c'est le fameux MSCI ACWI IMI, dont on a parlé plus tôt, qui regroupe 99% de la capitalisation boursière mondiale. Les frais de gestion de cet ETF sont de seulement 0,17% par an, contre en moyenne 0,5% pour la plupart des ETF. Il est capitalisant, excellent. Et la taille de son fonds, donc c'est son encours, est de plus de 1,3 milliard. Le cours actuel est de 205 €, donc c'est pas évident d'acheter des parts entières, mais vu que cet ETF n'est pas disponible sur PEA, il est disponible quasiment exclusivement sur compte titre, vous avez la possibilité d'en acheter des fractions, notamment grâce à des courtiers en ligne comme Trade Republic. Donc ici on peut voir, hein, c'est un très bon ETF, peu de frais de gestion, un très bon encours, un indice sous-jacent de très bonne qualité. Il est coté en dollars et il est non couvert contre le risque de change, mais si vous investissez sur le très long terme, je vous rappelle que les variations des taux de change sont cycliques, donc c'est moins dérangeant, c'est pas trop un souci. Et enfin, la société SPDR qui est derrière est un émetteur de qualité. Donc finalement, si vous cherchez à avoir un seul ETF qui est le plus large, le plus diversifié possible, avec des frais de gestion faibles et que vous pouvez même acheter en fraction sur un compte titre, cet ETF reste une très bonne option. Le second ETF dont je voudrais vous parler, c'est l'ETF MSCI World de iShares. Donc encore une fois, on en a parlé plus tôt aussi. C'est un excellent ETF. Il est beaucoup plus récent. Celui-là, il est sorti, je crois, en mars 2024. Donc c'est pour ça que son encours est encore relativement faible, même si je vous rappelle que pour un ETF PEA, éligible au PEA, on souhaite un encours supérieur à 30 millions. Ici, on a respecté cette règle. 0,25% de frais de gestion annuels. Pareil, c'est excellent. Il est capitalisant.
toujours utile, même si c'est moins fondamental sur un ETF éligible au PEA, la réplication synthétique est obligatoire. Il ne coûte que 5 €. Et c'est probablement un des avantages principaux de cet ETF, là où avant, avec Amundi, on était bloqué entre la version distribuante ou capitalisante qui avait des prix plus élevés. Ici, vous avez un ETF World capitalisant qui a un prix de part de seulement 5 €, donc complètement accessible pour les plus petites bourses. C'est vraiment un très très bon ETF et l'indice sous-jacent, encore une fois, le MSCI World est un très très bon indice. Performance annualisée de plus de 8% par an depuis des décennies. Les frais de gestion sont faibles. Il est coté en euros cette fois-ci et il est capitalisant. Donc tous ces éléments-là font que pour moi, cet ETF de iShares est un excellent choix si vous cherchez à investir, encore une fois, dans environ 75-80% de la capitalisation boursière mondiale en un seul produit. Le troisième ETF qui respecte bien les critères dont on a parlé plus tôt, c'est l'ETF S&P 500 de BNP Paribas. Là encore une fois, on a un produit qui est éligible au PEA, toujours appréciable, un encours très largement suffisant pour assurer la liquidité, des frais de gestion de seulement 0,15% par an, donc c'est bien inférieur aux 0,5% moyen. L'ETF est capitalisant, donc toujours appréciable, seulement 24 € de prix de part, pareil, encore une fois c'est complètement accessible, même si vous ne pouvez pas acheter des fractions vu que c'est uniquement, vu que c'est, vous allez plutôt l'acheter sur PEA, mais à 25 € ça reste complètement accessible. Le indice sous-jacent est de très bonne qualité, le S&P 500 plus de 10% de rendement annualisé depuis des décennies. Encore une fois, non couvert contre le risque de change, mais ici, on est coté en euros. Donc encore une fois, c'est appréciable. Et l'émetteur derrière, BNP Paribas, est un mastodonte qu'on n'a plus besoin de présenter. Donc, si vous cherchez à vous exposer au S&P 500 sur votre PEA, cet ETF-là est une très bonne option. En quatrième, je voudrais vous parler du Stoxx 600, donc l'indice européen, qui encore une fois cet ETF est émis par BNP Paribas. Les frais de gestion sont de 0,20% par an. Cet ETF est capitalisant, il est éligible au PEA, il a un encours de plus de 700 millions. Donc encore une fois, la liquidité est garantie, est assurée. On a un prix de part de seulement 16 €. Ça reste encore une fois très accessible. L'indice sous-jacent est de qualité. Le Stoxx 600, c'est un des meilleurs indices pour s'exposer aux grandes capitalisations européennes. Donc un ETF capitalisant, un très bon émetteur, des frais de gestion faibles, un indice sous-jacent de qualité. Rien à redire, si vous voulez vous exposer aux grandes capitalisations européennes, cet ETF est un excellent choix. Et enfin, le dernier ETF, c'est pour vous exposer aux marchés émergents. Et ici, je vais vous parler de l'ETF d'Amundi qui réplique l'indice sous-jacent MSCI Emerging Market ESG Leaders. Alors, le côté ESG n'est pas obligatoire, il y a beaucoup de débats autour du greenwashing sur la qualité et la véracité de la dimension ESG de ces ETF. Néanmoins, c'est à ce jour l'ETF le plus intéressant pour vous exposer aux marchés émergents sur PEA. Donc il est éligible au PEA, des frais de gestion de 0,30% par an, ce qui reste encore une fois inférieur à la moyenne. Il est capitalisant, l'encours est de plus de 360 millions, donc encore une fois une liquidité assurée, et le prix de part est de seulement 22 €. Donc si vous cherchez à vous exposer aux marchés émergents, en plus d'avoir une dimension ESG, et ici on exclut en plus l'Égypte pour information, donc si vous cherchez à vous exposer aux marchés émergents, cet ETF est un très bon choix. Ces ETF traquent des indices larges, diversifiés. Ils présentent des frais de gestion inférieurs à la moyenne, un encours suffisant pour assurer leur liquidité. Ils sont capitalisants avec des tracking errors très faibles, voire même qui jouent en notre faveur. Cependant, n'oubliez pas que votre stratégie d'investissement ne peut pas se limiter aux ETF. Il faut absolument diversifier votre patrimoine vers des classes d'actifs comme l'immobilier, les obligations, pourquoi pas le private equity ou même le crowdfunding. Votre stratégie doit se définir à l'échelle du patrimoine, pas uniquement sur le plan financier. Donc si vous voulez apprendre à construire une stratégie d'investissement holistique, optimisée, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à ma formation offerte en description. Près de 2 heures de contenu, 100% gratuit, pour vous permettre de vous lancer facilement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like et dites-moi en commentaire les sujets que vous voulez voir abordés dans les prochaines vidéos. C'était Charlet, conseiller en investissement financier et fondateur du média d'éducation financière Le Grand Bain, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si investir en autonomie, avec une liquidité limitée, vous pourrez une première version qui est capitalisable. Non. C'est l'encours. L'encours, on en a... Une fois que vous avez trouvé votre ETF, vous pouvez chercher par code ISIN, par nom, par géographie, par secteur, you name it. Non mais pourquoi je parle là? You name it.